Bienvenue dans cette nouvelle série Criminocorpus, intitulée Portrait singulier. Bonjour Juliette. Bonjour. Nous avons souhaité conduire un entretien avec toi après avoir découvert ton univers, notamment ton très beau livre intitulé Cabinet de curiosité. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous parler dans un premier temps de ton parcours? Alors oui, bonjour, je m'appelle Juliette Caz, j'ai 34 ans, je suis autrice et chercheuse indépendante en thanatologie. Je me suis spécialisée sur les questions autour des rites funéraires et des restes humains, donc qu'ils soient anciens ou récents. Mon parcours est très atypique dans le sens où j'ai développé une passion pour le milieu funéraire dès mon enfance, lorsque j'ai vu mes premières momies, et par la suite, eh bien, j'ai toujours voulu travailler au contact des défunts, sauf que c'était pas forcément évident. Donc je me suis d'abord orientée dans des études en archéologie et en anthropologie à l'université de Lyon 2. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de travail dans la recherche, ou du moins pas comme j'avais envie de le faire. Donc il a fallu que j'aille travailler et je suis devenue logisticienne d'expédition scientifique sur les volcans actifs. Donc ça n'a absolument rien à voir. Mon métier, c'était de garder les gens en vie. Et pour autant, quand je me déplaçais sur le terrain, j'en profitais pour aller voir des rites funéraires, des cimetières. Donc j'ai commencé à nourrir un travail en fait autour des rites directement sur place. Donc encore une fois, en indépendance totale, entre guillemets. Et puis, pendant le Covid, j'ai perdu mon métier, puisque j'étais dans le tourisme, et je me suis dit, c'est le moment, je me sens prête à passer le cap. Et au lieu de travailler avec des morts anciens, j'ai commencé à travailler avec des morts récents. Donc je me suis diplômée dans le monde des pompes funèbres, en passant un diplôme de conseiller funéraire et maître de cérémonie, et je me suis orientée sur la prise en charge des corps. Donc ça m'a permis en fait de touché à plein de métiers, notamment le transport de corps et le travail d'agent de chambre funéraire, où là on accueille les défunts, on les prépare dans le cadre des toilettes et on permet aux familles de se recueillir auprès des leurs. Merci pour toutes ces précisions. Tu as nommé ton site internet et ta chaîne YouTube le Bizarreum. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix, maintenant qu'on connaît mieux ton parcours ? Et bien sûr, nous préciser ce qui a motivé le développement de ce site internet et de cette chaîne YouTube, dans lesquelles on trouve des choses vraiment passionnantes concernant la mort, ses multiples enjeux qui sont appréhendés dans des perspectives très variées, historiques, archéologiques, tu en as parlé un peu, et aussi anthropologiques. Alors le Bizarreum est né officiellement en 2017. Le nom vient en fait de la contraction de bizarre et de muséum, puisque avant 2017, pendant mes études en fait en histoire, histoire de l'art, archéologie, anthropologie, eh bien j'étais régulièrement dans les musées. Et il y a une de mes expériences qui m'a beaucoup marquée, c'est l'inventaire de la collection du musée des Hospices civils de Lyon, donc dans le domaine hospitalier, où là je me suis dit ok, ça me plaît vraiment, j'adore. Sauf que quand je sortais de mon travail, personne avait envie de parler de cire, de syphilis ou d'instruments assez spécifiques. Donc j'étais un petit peu seule, on va dire. Et donc au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas partager cet intérêt avec d'autres gens. Peut-être que je trouverais d'autres gens bizarres, entre guillemets, comme moi. Et au début, je m'attendais à parler à 5 personnes. Donc j'ai commencé à faire des vidéos dans ma chambre, comme plein de gens, avec très peu de moyens, en me disant que le fond était plus important que la forme. Et en fait, ça a pris extrêmement rapidement. J'étais très étonnée de ça, justement, avec une communauté qui est toujours là, qui grandit toujours. Et donc, le but, c'était vraiment d'apporter des clés de compréhension aux questions liées à la mort. Donc, il y a beaucoup d'histoires funéraires, mais pas que, puisqu'évidemment, ça suit aussi mon parcours. En 2017, je faisais certaines choses, maintenant, j'en fais d'autres. Donc, ça se mélange et ça évolue. Et en fait, l'objectif, vraiment, c'était de vulgariser toutes ces infos. Ce qui est important pour moi aussi, c'est de faire découvrir le travail des chercheurs, puisque même si moi, je fais de la recherche indépendante, je ne suis pas vraiment dans le monde académique.
académique, même si je travaille de plus en plus avec le monde académique. Par contre, j'avais envie que le grand public puisse s'intéresser au travail des chercheurs, qui est majeur, et notamment sur les questions liées à la mort, où pendant très longtemps, c'était un peu considéré comme une sous-histoire qui se développe depuis quelques années, au contact aussi de l'évolution technique et scientifique. Donc voilà, j'avais envie de faire tout ça et de créer quelque chose qui n'existait pas, et je suis contente parce que finalement, ça reste un peu unique en son genre. Alors, il y a une notion qui est importante dans ce que tu fais, c'est la notion de cabinet de curiosité. Une question toute simple, c'est quoi un cabinet de curiosité? Quelle est la définition que tu en donnes toi-même? Alors techniquement, le cabinet de curiosité, ça nous renvoie à des périodes de découverte du monde. Donc on est plutôt à la Renaissance, si on prend la base de la base. Néanmoins, moi je me suis un peu éloignée de ça dans le sens où le cabinet de curiosité, pour moi, c'est avant tout un ensemble d'objets qu'on va collectionner personnellement. À la Renaissance, c'était pour montrer soit qu'on avait du pouvoir, soit qu'on avait de l'argent, et donc qu'on pouvait faire venir des objets rares et précieux pour montrer l'étendue du monde à des gens qui ne voyageaient pas. Maintenant, pour moi, le cabinet de curiosité, c'est vraiment une expression de soi-même. Dans un monde dématérialisé, c'est aussi une façon de se raccrocher au monde, là aussi par le biais de l'objet. Et puis je me rends compte que les gens ont leur petit cabinet de curiosité sans s'en rendre compte. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que en fait ça raconte surtout la vie des gens. Donc un cabinet de curiosité, c'est aussi une carte d'identité de sa vie, des voyages qu'on a pu faire, des expériences, et aussi parfois du rapport à sa propre histoire, en gardant des objets de ses anciens, enfin de ses ancêtres. Donc le cabinet de curiosité, pour moi, c'est ça, c'est vraiment l'expression de sa créativité et de ses intérêts qu'on garde chez soi précieusement et qu'on partage avec les gens quand ils viennent chez nous. Alors à propos des choses étranges, bizarres, ton livre Cabinet de curiosité, qui est paru en 2023 aux éditions Duno, aborde des thèmes et des objets dont tu précises toi-même, c'est le sous-titre de ton ouvrage, qu'ils sont insolites, qu'ils sont macabres, médicaux, etc. Et tu évoques notamment des objets de musée qui constituent, selon toi, des témoins de l'histoire, hein, l'histoire de la médecine notamment. Aujourd'hui, autour de toi, on est dans un endroit un petit peu particulier qui se situe à Paris, dans le 10e arrondissement, au cœur de l'hôpital Saint-Louis. C'est le musée des moulages. Nous n'avons pas choisi pour t'accueillir cet endroit par hasard. Est-ce que tu peux y voir des choses particulières qui t'intéressent et qui font écho à tes intérêts, à tes passions? Pour moi, être ici, c'est Noël, hein. Clairement, c'est une des collections les plus incroyables de France. Alors évidemment, je pense aux autres musées que j'ai pu voir, je pense évidemment à Montpellier, etc. Mais c'est vrai qu'à Paris, ce musée-là, il est extraordinaire. Il nous montre un panel de maladies infectieuses, vénériennes, dermatologiques, vraiment, vraiment très large. Et puis surtout, ça nous montre aussi un savoir-faire, un art, qui est l'alliance du monde médical et du monde artistique, qui est vraiment poussé à son paroxysme. Et c'est vrai que de venir ici, on a cette connaissance-là, en fait, cette prise de conscience de ces objets uniques, des objets fragiles. Et donc, par rapport à mon ouvrage où je parle d'objets insolites, médicaux et macabres, j'ai eu un intérêt pour ça, principalement, comme je vous le disais, en travaillant dans un musée de médecine, puisque moi-même, j'ai été en charge, entre guillemets, de cet inventaire de certains moulages. Alors, plutôt sur 14-18, avec des traumas de la face, puisque là où je suis, à Lyon, on a quand même une grosse pratique de la chirurgie maxillofaciale au cours de la Première Guerre mondiale, donc on avait des témoins de ça. Et donc c'est vrai que ce type d'objet, souvent considéré d'ailleurs comme, on le voit dans les journaux, des musées des horreurs, explique surtout des pans vraiment importants de l'évolution des sciences. Et en France, on a toujours eu un savoir-faire médical poussé. Et c'est vrai que ce type d'endroit fait écho à mon livre où je parle de ça, de ces évolutions par le biais d'une technique artistique, voire de plusieurs techniques artistiques, mélangées au savoir-faire médicaux, les deux se rejoignant, créant en fait un panel d'objets pour la compréhension des maladies uniques. Et donc évidemment, ça traduit des faits historiques, des avancées. On le voit aussi dans les études, on a des loupés. J'avais envie en fait de parler de ça dans mon ouvrage, vraiment de montrer qu'on peut avoir un autre regard sur quelque chose qui nous effraie. La maladie, la mort, la souffrance, c'est quelque chose qui nous fait peur et c'est tout à fait normal. Par contre, on peut découvrir des histoires fascinantes en s'intéressant à ces objets entre guillemets un peu étranges. Alors justement, parlons un peu plus en détail de ton ouvrage Cabinet de curiosité, en abordant certains de ces chapitres, les curiosités médicales, l'anatomie,
la médecine légale, etc., les cires anatomiques, la peau, le corps des criminels. Ce sont là des thématiques que l'on aborde aussi beaucoup sur Criminocorpus, à la fois dans le musée Criminocorpus, mais aussi sur la chaîne YouTube Criminocorpus. Le langage des crânes, par exemple, les tatouages, des repris de justice, etc., etc. Qu'est-ce qui t'intéresse tout particulièrement concernant ces sujets? Et quelles sont les grandes analyses que tu développes personnellement? Bien sûr, souvent en lien avec des thématiques qui ont trait au corps humain, bien sûr. Alors évidemment, moi dans mon travail, je ne réinvente rien. Je vais soit mettre en avant des travaux, soit à l'inverse, donner mon regard sur certaines choses, notamment par exemple dans le cadre des restes humains, dans le cadre de ce type de patrimoine, des aspects sur l'éthique, sur la conservation, des choses comme ça, des pistes en fait, ou même par rapport à l'approche auprès du grand public. C'est pas forcément évident de pouvoir introduire ce sujet-là à des gens qui le craignent peut-être. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font écho à ce qu'on retrouve dans Criminocorpus, qui est d'ailleurs une source incontournable à mon sens quand on s'intéresse à ces questions-là. Le point commun, je dirais, dans la plupart des éléments, c'est la question aux restes humains. Je l'évoquais, c'est un sujet qui m'intéresse, aussi bien les restes humains anciens que récents. Et en fait, on le voit, notamment, je l'ai croisé dans le cadre de certains traitements d'objets, entre guillemets, qui ne sont pas vraiment des objets. Je pense par exemple aux peaux tatouées de criminels ou aux cheveux qu'on utilise de défunts pour faire certains cadres, certains éléments type bijoux, par exemple, au cours du 19e siècle. On est sur une impasse, entre guillemets, juridique aussi sur leur statut, parce qu'évidemment, les restes humains, on arrive beaucoup mieux à définir un squelette, une momie, des éléments qui sont entiers, sauf que dans le cadre criminalistique ou même dans le cadre des collections, on est sur des morceaux. Et à ce moment-là, le rapport change aussi. On oublie la dimension corps humain, en fait, d'une personne qui a existé pour devenir un objet. Et c'est quelque chose que je voulais montrer aussi dans mon livre. Et c'est vrai que Criminocorpus aussi, je cite souvent des personnes qui interviennent dans Criminocorpus, justement, dans le cadre de cet ouvrage, parce que ça regroupe toutes ces thématiques-là. Ces thématiques éthiques, juridiques, historiques, et aussi parfois de conservation quand on est face à des éléments sensibles. Et au-delà de ça, s'il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement aussi, c'est le traitement du reste humain criminel, puisque là aussi, en fait, on est face, je trouve, à une sorte un peu de tabou, à savoir, est-ce qu'on continue à présenter ces restes humains criminels, est-ce qu'on a un droit à l'oubli quand on a tué quelqu'un au 19e siècle, ou pas. On voit que ces questions-là, elles se posent à l'étranger, notamment au Portugal, où on a une tête de criminel qui est conservée dans le formol, et donc il y a des vrais questionnements autour de ça. Et en France, on a quand même une grosse collection de restes humains liés au monde criminel, et à ce moment-là, moi, je m'interroge sur est-ce que, voilà, on a ce droit à l'oubli quand on a fait quelque chose de mal plusieurs siècles par le passé, ou est-ce qu'on peut revoir aussi le discours qu'on tient autour de ces restes qu'on expose ou non d'ailleurs? Alors on va revenir, oui bien sûr, sur ces morceaux de corps criminels, mais dans un autre chapitre de ton ouvrage, tu t'intéresses aux curiosités funéraires. Et tu évoques notamment la photographie post-mortem, celle qui est souvent pratiquée à la morgue ou dans les instituts médico-légaux, un univers dans lequel tu travailles ou tu as travaillé. Sur Criminocorpus aussi, on trouve beaucoup de choses en la matière, notamment sur tout ce qu'a pu faire Alphonse Bertillon, qui introduit ces méthodes d'identification à la morgue de Paris, notamment son portrait face-profil, mais aussi la mensuration des corps au sein de la morgue, pour mesurer souvent le corps de morts dont l'identité est inconnue. Qu'est-ce qui te passionne en la matière et en quoi ton regard de praticienne te permet d'avoir aussi ici une approche un peu originale par rapport à d'autres chercheurs? Je pense que la grande différence dans mon travail de recherche, c'est que moi je suis vraiment sur le terrain par contre. C'est pas uniquement un terrain d'observation. J'y vais vraiment, je prends en charge les corps, je suis au contact des problématiques, mais pas uniquement des problématiques liées au corps, mais même aux problématiques en tant que travailleur de ces milieux-là, de milieux souvent assez ostracisés, des professions parfois montrées du doigt. Surtout quand on prend en charge les corps, on est tout de suite sur une relation particulière, on va dire. Et dans le cadre du travail que j'ai pu faire, évidemment, il y a un aspect technique dans les laboratoires et il y a un aspect public avec les familles qui viennent voir leurs défunts. La question des photographies, elle est intéressante dans le sens où évidemment, nous, enfin en tout cas moi, quand je pratique certains gestes au quotidien lors de l'admission de défunts, ou quand j'ai pu admettre des défunts,
défunts. L'année dernière, c'était mon métier principal et j'en ai vu plus de 1200, donc c'est quand même pas rien. Je pense souvent en fait aux questions du 19e siècle, notamment quand moi-même je mesure les corps, puisque c'est une des premières choses qu'on fait quand on admet. On va vérifier l'identification du défunt par son bracelet, et puis ensuite on va prendre les mesures, épaules et voilà, de la tête aux pieds pour le futur cercueil. Et c'est vrai que forcément, moi ça me fait écho à des choses qui ont pu être développées, à des méthodes finalement qui n'étaient pas innées dans la prise en charge des défunts. Ça c'est la première chose. Et puis aussi, pour en revenir aux photos, je me suis rendu compte que oui, on a des photos au 19e siècle de défunts, donc quelque chose de très organisé en termes de souvenirs, mais en fait ça n'a pas du tout disparu, puisque moi je voyais bien dans mes salons funéraires que les gens prenaient des photos avec leurs défunts. On a toujours un besoin, alors là évidemment c'est moins organisé que ce qu'on a pu voir dans le cadre de la mémoire des défunts. Alors là, je ne parle pas du monde criminel, je parle vraiment de l'usuel, voilà, du rapport au monde des morts. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans tous les pays, ce rapport à la photographie post-mortem n'est pas égal, dans le sens où on a des cultures qui sont beaucoup plus à l'aise avec ça et qui continuent à la pratiquer. D'autres cultures qui vont être à l'inverse, vraiment dans quelque chose presque à la limite du spectacle. Je pense par exemple à Porto Rico, où on va avoir des thanatopracteurs excellents qui vont en fait remettre en forme le défunt pour qu'il soit en train de faire son activité préférée. Et donc les gens vont venir jouer aux cartes, faire semblant de se battre avec lors d'un match de boxe. Et il y a des photos qui sont prises à ce moment-là. Donc voilà, on n'a pas une disparition de la photo post-mortem, on a une évolution. Et évidemment, cette évolution-là, elle va avec notre société où les photos sont beaucoup plus rapides. Et puis, dans le cadre par contre criminel, là c'est important, c'est que cette rapidité de l'information et de la prise de photos, pour nous, elle est très dommageable, notamment lorsqu'on prend en charge des corps qui sont sujets à des obstacles médico-légaux, enfin qui reviennent de l'institut médico-légal, puisque évidemment on peut avoir cette curiosité morbide au sein des familles ou même au sein de visiteurs qui se font passer pour des gens de la famille pour voir un défunt qui a été touché par une enquête. Et en fait, la rapidité de ces prises de photos, elle est extrêmement complexe à gérer, puisqu'une fois que la photo est prise, on n'a pas la main dessus. Et c'est à ce moment-là que nous, dans le monde des morts, on est obligé de surveiller encore plus drastiquement ces prises de photos-là pour éviter d'avoir des sorties d'informations dans le cadre de ces prises en charge qui sont souvent sensibles. Alors dans les curiosités funéraires de ton ouvrage, tu consacres aussi des passages vraiment très intéressants aux masques mortuaires. On revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, parce que ces masques mortuaires, bien évidemment, par certains aspects, ils nous ramènent aussi vers ceux que l'on fabriquait de certains criminels, notamment les condamnés à mort décapités, ces masques mortuaires. Qu'est-ce qui t'intéresse ici dans ton approche et quelles sont les choses que tu as pu découvrir dans ce domaine particulier ? Alors, il y a plusieurs aspects. Là aussi, cette pratique du moulage mortuaire n'a pas disparu. Maintenant, il y a uniquement les thanatopracteurs qui sont habilités à pouvoir faire ces moulages mortuaires. Et on a de la demande à nouveau. Alors, pas forcément des visages, mais plutôt des mains, par exemple, voilà, pour avoir un souvenir éternel, entre guillemets, du défunt à qui on a pu tenir la main de son vivant. Par contre, c'est vrai que par rapport à l'aspect là criminel, pour le coup, de là où je viens, à Lyon, on a des collections intéressantes justement de moulage de têtes décapitées, mais aussi de peau du visage tanné. Je pense notamment au cas du Mollard et au cas Seringer au 19e siècle, qui ont eu des mises à mort qui ont attiré énormément de monde. Et en fait, c'est rigolo parce que moi, quand j'essaye de tracer un petit peu le chemin de cette peau tannée, autant j'arrive à tracer le chemin à peu près du corps et de la tête, mais dès que je veux savoir un peu la technique pour le tannage de la peau, je me retrouve face à une impasse. Donc par exemple, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien trouver. En fait, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est aussi la technique, en fait. Dès qu'on est sur des restes humains, on a une prise en charge qui n'est pas forcément facile. Là, évidemment, moi je me pose la question de savoir comment ils sont allés tanner cette peau. Pour vous donner un exemple, je travaille aussi sur la taxidermie humaine en ce moment. Je trouve des traités absolument fascinants sur la promotion de la taxidermie humaine qui aurait remplacé le moulage mortuaire. Donc on avait vraiment des gens qui étaient convaincus que cette technique-là était
assez viable et saine surtout. Donc on le voit en fait, cette recherche de continuer à faire vivre le mort à travers la conservation de sa peau ou même d'un moulage, c'est quelque chose qui nous poursuit puisque évidemment on continue à essayer de faire vivre le mort grâce à ces objets-là. Et je me dis le fait que aussi dans le cadre du funéraire pur, on ait un retour du moulage mortuaire comme on avait au XIXe siècle, mais même bien avant, puisqu'on a des moulages mortuaires même durant l'Antiquité romaine. Je me dis, c'est qu'on n'a pas tant changé que ça, notre besoin en fait, de relation aux morts au quotidien. Donc c'est assez intéressant de voir ces moments de continuité, d'arrêt et de reprise de pratique en fait. Alors cette nouvelle série que nous initions avec toi, qui s'intitule Portrait singulier, et en sous-titre Une passion, maintenant on comprend mieux ta passion, un lieu, on voit où on se trouve, le musée des moulages, qui est assez impressionnant, mais aussi un objet. Donc quel est l'objet que tu aimerais nous présenter ? Alors là, ça va être plutôt un objet soit que je peux avoir chez moi, soit auquel je m'intéresse dans mon travail. C'est surtout les cadres en fait contenant des cheveux de défunts, donc quelque chose qu'on retrouve principalement au XIXe siècle, même si on a des pratiques de conservation des cheveux pour faire des cadres ou des bijoux dans d'autres circonstances, pas uniquement funéraires. Cet artisanat-là m'intéresse parce qu'en France, on avait un savoir-faire poussé de la création en fait de cadres en cheveux, avec des ornements en cheveux, faits par des perruquiers, par des personnes qui se sont vraiment spécialisées là-dedans. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la création, là aussi, technique autour de ces cheveux-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a assez peu d'archives qui ont été conservées, qui permettent de le savoir, puisque on avait quand même un savoir-faire qui était transmis de personne à personne, plutôt, je pense, de l'ordre de l'oral et du pratique. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le monde des morts. On transmet beaucoup l'information entre nous à l'oral, souvent des plus anciens aux plus jeunes. C'est encore visible à l'heure actuelle pour plein de choses. Et donc c'est vrai que ces cadres de cheveux, pour moi, d'une part, ils sont magnifiques, du point de vue esthétique, ils sont fascinants, mais aussi du point de vue tout simplement de la conservation de ces éléments-là. On voit qu'ils sont fragiles, comme beaucoup d'autres éléments, on a des questions de conservation, d'humidité, de chaleur qui pourraient venir détériorer ces objets-là. Et puis l'autre élément qui m'intéresse, c'est que ce savoir-faire, cet artisanat français du XIXe siècle est très recherché à l'étranger. On a une vraie fuite de nos cadres post-mortem en cheveux chez les Américains depuis plusieurs années. Et en fait, je m'intéresse aussi à ces ventes, en fait, cet intérêt pour ces objets-là esthétiques, mais aussi commémoratifs, du point de vue privé, évidemment, puisque c'était exposé chez les gens. Donc c'est un ensemble de choses qui m'intéressent et évidemment, plus le motif est poussé, plus on a un mélange aussi de techniques, de peinture par exemple, ou de cheveux modelés, collés, etc., plus ça m'intéresse. Donc vraiment ça c'est quelque chose, je dirais, dans les collections qui m'interpelle. Les cheveux, c'est pas anodin et c'est surtout quelque chose qui se conserve quand même plutôt bien. Donc on a de la chance d'avoir ça encore visible dans les musées et même chez les gens, quoi. Alors est-ce que tu peux nous préciser justement où est-ce qu'on trouve ces objets ? Alors, ces objets-là, on a des collections dans les musées, pas forcément exposées, qui peuvent être exposées au cours d'événements particuliers ou lors d'expositions dédiées à la mort. Et puis, on en trouve même en brocante, en fait. C'est pas du tout illégal d'acheter ce type d'objet. Le statut juridique du cheveu est très complexe. Est-ce que c'est un reste humain? Est-ce que ça n'en est pas? Comment on le considère? Et donc, à ce moment-là, ce type de cadre, parce que souvent ça se présente sous forme de cadre, mais on a aussi des bijoux faits en cheveux, vont se retrouver sur le marché de façon plutôt normale. Moi, ce que je constate, c'est que le prix a énormément augmenté, surtout au contact d'Internet, où les gens vont beaucoup plus montrer leur cabinet de curiosité. On a aussi une évolution du rapport aux curiosités liées à la mort. C'est aussi pour ça que j'ai écrit mon livre, pour donner quelques pistes aux personnes qui s'intéressent à ce sujet-là, et surtout pour sensibiliser au fait qu'on est face à un patrimoine qui mérite d'être protégé, et que s'ils se retrouvent chez des gens qui les collectionnent, c'est aussi leur rôle de faire en sorte de bien les conserver. Donc le but, c'est de donner des pistes pour ça aussi. Alors est-ce que tu peux, s'il te plaît, Juliette, nous expliquer comment tu as rencontré Criminocorpus, le musée en ligne, bien sûr, la chaîne YouTube, mais peut-être la revue Criminocorpus, et en quoi le contenu de ces différents supports de Criminocorpus nourrissent ton savoir et peut-être ton imaginaire?
Ça fait maintenant un moment quand même que je croise Criminocorpus. À la base, c'était surtout au niveau des publications, voilà, sur des thématiques là aussi de niche quand même, mine de rien. On est sur des éléments au niveau du référencement Google, on n'est peut-être pas hyper nombreux à chercher certains sujets, donc forcément Criminocorpus pop assez régulièrement sur ces sujets de niche qui m'intéressent forcément. C'est une plateforme que j'utilise aussi dans le cadre de mes recherches, puisque mon but c'est de mentionner des chercheurs qui eux sont experts dans ces sujets-là pour que les personnes puissent découvrir leur travail, peut-être même découvrir leurs ouvrages si eux-mêmes écrivent des ouvrages. Mais l'objectif c'est aussi pour moi Criminocorpus aussi de m'approcher de certains sujets qui me sont difficilement accessibles. Par exemple, quand j'ai écrit Cabinet de curiosité, en plus c'était pendant le Covid, donc j'avais pas du tout accès au musée comme j'aurais voulu avoir accès. Et à ce moment-là, c'est vrai que Criminocorpus m'a donné aussi des pistes pour savoir voilà, où m'orienter par rapport à mes recherches, à qui demander des informations, ou peut-être même à quel endroit chercher certaines pièces qui sont conservées, puisqu'évidemment il y a plein de sujets qui se croisent, que ce soit sur la question des morgues, sur la question criminalistique, des tatouages, etc. Donc là-dessus, Criminocorpus, c'est vraiment, en tout cas pour les personnes qui regarderont cette vidéo, un média, si je puis dire, de recherche incontournable sur ces questions-là et surtout très fiable avec des personnes qui travaillent aussi en France à promouvoir ces recherches-là dans l'Hexagone. Alors, on a beaucoup parlé de ton ouvrage Cabinet de curiosité, mais tu as publié d'autres ouvrages, hein, notamment sur les rites funéraires, le lexique de la mort, pardon. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous préciser ce qu'on trouve d'intéressant dans ces autres ouvrages et comment tu procèdes surtout pour publier des ouvrages qu'on peut appeler des ouvrages tu l'as dit toi-même, de vulgarisation à destination du grand public sur des thématiques qui ne sont pas toujours, tu l'as dit aussi, tu l'as précisé aussi, qui ne sont pas toujours faciles d'accès, sur des sujets un peu sensibles. Comment est-ce que tu procèdes ? En fait, je me mets d'abord à la place des gens pour me dire, voilà, j'ai aucune connaissance à propos de ce sujet, j'aimerais en savoir plus. Par quoi je peux commencer? Dans mon travail, ce qui m'importe beaucoup, c'est le choix des mots que j'utilise. Justement, du fait de travailler avec les morts et autour de la mort, je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent perturber les gens, puisque souvent, si on s'intéresse à ces sujets-là, c'est soit qu'on nourrit un intérêt particulier pour ce sujet pour X ou Y raison, mais j'ai aussi une grande part de mes lecteurs qui s'intéressent à ce sujet parce qu'eux-mêmes sont en deuil ou ont été confrontés à la mort et ils ne savent pas trop comment gérer toutes ces informations-là. Mon travail, c'est surtout d'apporter un aspect scientifique, je dirais presque sorti du sentiment pour rester sur du factuel, pour permettre aux gens d'avoir des clés de compréhension. Quand j'ai écrit Funèbre, mon objectif c'était de travailler, alors évidemment je voyageais pour voir des rites, je m'intéressais aussi à des traitements anthropologiques des rites. Mon objectif c'était de présenter des rites connus et un peu moins connus pour que les gens puissent se raccrocher peut-être à quelque chose qu'ils connaissent, typiquement Dia de los Muertos, qui n'est pas, au Mexique, qui n'est pas un rite funéraire, qui est une commémoration de la mémoire, peut-être se raccrocher à cet exemple-là pour se dire « Ah, j'ai envie d'en savoir un peu plus, je vais aller découvrir d'autres choses ». C'était vraiment un parti pris de prendre des éléments qui sont connus et des éléments moins connus. Ça, c'était la première approche, c'est un livre très général. En fait, j'écris pour le grand public. Parfois, ça peut être considéré comme un gros mot, surtout dans le cadre académique ou de la recherche, où il y a une sorte de distanciation avec le grand public. Moi, j'écris pour le grand public et j'en suis extrêmement fière, parce que c'est ces gens-là qui viennent me voir quand je fais des conférences ou quand je présente des choses dans des musées. Je sais que ça a ouvert des nouvelles perspectives à des gens qui peut-être ne pensaient pas en avoir sur ce type de sujet. Donc je procède comme pour, je pense, à peu près tout le monde. J'ai une partie de travail de terrain selon les thématiques. Donc dès que je suis dans le cadre patrimonial, je vais dans des musées, je suis au contact de conservateurs, etc. Je me nourris aussi beaucoup de mes voyages, que ce soit pour les rites ou pour les collections que je vais voir selon les sujets que je traite. Et ensuite, surtout, il y a une phase de recherche qui est hyper longue, où je vais me faire un corpus d'éléments, d'articles, etc. Je vais comparer les sources, je vais aussi avoir mon propre regard, une lecture critique de ce que je croise. Je sais aussi qu'il y a des tendances dans la recherche, il y a des choses qui sont réfutées, et moi c'est vrai que là-dessus j'ai aussi un regard pour le coup critique quand même, surtout dès que ça touche aux morts contemporains où je suis directement dedans. Des fois je vois que ma vision n'est pas en adéquation avec ce que je peux croiser dans des traitements académiques où le terrain de la personne n'a duré que 10 jours. On n'a pas le même retour sur les choses et en fait en écrivant ça,
pour le grand public. Mon objectif aussi, et c'est ce que je développe à l'heure actuelle, et franchement je suis hyper contente quand on peut le faire, c'est de l'interdisciplinarité avec le monde académique. Et ça, je trouve un écho chez des jeunes chercheurs qui, eux, sont en anthropologie, eux, sont en sociologie, savent que je fais du travail grand public, mais aussi un travail de recherche derrière. Et à ce moment-là, on essaye de, entre guillemets, combiner nos forces pour essayer de faire évoluer des questionnements. Donc voilà, chaque livre, en tout cas, c'est une envie de l'écrire. C'est pas uniquement un choix ni marketing ni autre, c'est parce que j'ai envie d'écrire ça, et en fait si j'ai pas envie d'écrire sur un sujet, j'écris tout simplement pas. Voilà. Donc c'est avant tout me faire plaisir à l'écrit, pour faire plaisir aux gens, je l'espère en tout cas. Mais voilà, ma recherche en tout cas elle est drastique, et je passe vraiment énormément de temps à regrouper les informations et à avoir quelque chose de solide pour sourcer au mieux derrière, ce qui est une grande frustration parce que souvent on est limité au niveau de nos bibliographies dans les ouvrages grand public. Donc j'essaye de contourner ça en mettant des liens sur mon site par exemple pour que les gens puissent continuer à avoir d'autres sources. Mais voilà, c'est pas par manque d'envie de donner une bibliographie très longue, c'est que souvent on est limité à ce niveau-là. Alors le contenu, en effet, le contenu de tes ouvrages est passionnant, mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est que tes livres sont de beaux objets en eux-mêmes. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu comment tu sélectionnes l'iconographie, parce qu'elle joue un rôle très important dans tes ouvrages. Dans Cabinet de curiosité, en fait, l'écriture de l'ouvrage, alors ça se voit pas comme ça parce qu'il est entre guillemets assez mince, c'est surtout 3 ans de travail en fait, avec le Covid au milieu. Donc initialement, je devais me déplacer, avoir mes autorisations de photographie, et en fait, je n'ai pas forcément pu partout. Donc ça a été un travail extrêmement long de contacter tous les musées pour avoir les autorisations à ce niveau-là. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai des images de qualité variée, parce qu'on a aussi des musées qui ne pouvaient pas me fournir d'images en haute définition. Donc j'ai été obligée de faire avec ce que j'avais. Le choix iconographique, il est assez simple. Là aussi, je veux que ce soit accessible à tous. Typiquement, si j'avais mis des photos de fœtus dans le formol pour le chapitre sur la tératologie, je sais que je me serais en fait, j'aurais bloqué certains lecteurs qui se seraient dit « ça, c'est pas pour moi, je suis trop sensible ». Et on le voit quand ils visitent des musées d'anatomie. Souvent, ils se disent « ah non, cet endroit-là, j'y vais pas, c'est trop pour moi ». Ce que je comprends tout à fait. On n'est pas tous faits pour être confrontés à des restes humains comme ça, de face. Ça demande quand même un certain recul et une certaine... voilà, d'être bien aussi par rapport à ces sujets. Donc l'iconographie, elle a été choisie en fait pour que ce soit didactique, évidemment, et aussi accessible à tout le monde, encore une fois. Donc vraiment, moi, mon but, c'est pas de faire du voyeur pour le voyeur. Le monde est rempli de voyeurisme, et je pense qu'avec Internet, on trouve très facilement ces informations-là. Moi, j'apporte aussi des éléments que j'estime être esthétiques, encore une fois, même si l'usuel ne doit pas toujours être considéré comme esthétique, mais là, pour le coup, c'est quelque chose qui m'importait. Donc le choix s'est fait comme ça, évidemment. Donc c'est une question de droit, de sensibilité et d'esthétique. Est-ce que tu l'évoquais tout à l'heure, Juliette, est-ce que tu nous as dit que tu faisais des conférences? Tu abordes quelle thématique dans tes conférences et tu les fais où exactement, ces conférences? Alors, j'ai commencé à faire des conférences en 2019. Pour moi, c'est un moyen de rencontrer les gens aussi, donc c'est vraiment important. Et puis, quand on est en conférence, on ne peut pas mentir, en fait. C'est soit on connaît un sujet, soit on ne le connaît pas, surtout au moment des questions à la fin. Et moi, j'aime bien cette adrénaline-là, en fait, de savoir quelles questions on va me poser. Est-ce que je vais devoir dire que je ne sais pas, ce qui n'est pas un mal en soi, hein. Mais les conférences, je vais les donner plutôt dans plusieurs cadres, soit dans les musées, où là, je vais être appelée pour des questions autour... Alors, principalement, je suis appelée sur l'histoire des restes humains dans les musées. Donc là, ça permet d'aborder plein de sujets de conservation, de présentation, de comportement par rapport à des éléments sensibles, et puis d'explication de contexte pour les gens, parce que souvent c'est un peu nébuleux les histoires de musées, voilà, musées universitaires, patrimoniales, enfin on a plein de cas différents et donc des conservations différentes. J'interviens aussi parfois dans des écoles, typiquement l'année dernière pour une prépa Sciences Po, parce qu'il y avait un sujet sur le corps. Donc là on a axé sur le corps mort et la conservation du corps mort. Et puis ça m'arrive aussi d'intervenir en pompe funèbre directement, donc jamais en pompe funèbre privée, toujours dans le service public, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ayant travaillé moi-même dans le service public funéraire. Et donc à ce moment-là, on va plutôt faire du lien autour par exemple des rites, pour que les gens aient aussi moins peur de venir dans une chambre funéraire et qu'ils puissent découvrir cet environnement dans un autre cadre qui n'est pas traumatique et qui peut, entre guillemets, être un bon moment. Donc ça demande une préparation aussi pour les gens de venir dans ce cadre-là.
Et puis les thématiques, elles sont variées. Ça peut très bien aller de la conservation des corps à voilà, les restes humains, comme je disais. Beaucoup de conférences sur les rites funéraires à travers le monde, mais même en France. Et puis là, depuis quelques temps, je développe aussi plus pour des gens qui connaissent un petit peu le métier de la prise en charge des défunts contemporains, à savoir des conférences sur l'apport de la thanatologie en tant que science humaine dans la réception des corps dans le cadre funéraire des pompes funèbres, et puis aussi le traitement des corps très abîmés et leur prise en charge. Donc voilà, donc c'est aussi bien des conférences pour le grand public que pour les professionnels. Est-ce que, pour terminer, tu peux nous parler maintenant, s'il te plaît, Juliette, de tes futurs projets et peut-être aussi de nouveaux domaines de recherche que tu vas investir ces prochains mois, peut-être ces prochaines années. Est-ce que tu as des idées en tête ? Déjà, ça va être de reprendre les voyages à l'étranger pour aller voir des rites. Donc ça, c'est quelque chose qui me démange évidemment depuis le Covid, où j'ai beaucoup moins voyagé forcément. Donc là, je vais pouvoir aller voir en pratique des travaux que j'avais pu faire autour de la crémation en Inde. Donc je suis assez contente de ça. C'est un gros projet. C'est aussi voilà, quelque chose que j'ai hâte de faire. Mais surtout, en parallèle de ça, je me suis orientée là principalement dans mes travaux de recherche. Et pour le coup, je suis très contente de ça et de pouvoir faire cette interdisciplinarité et de le présenter à des gens du monde académique autour de la prise en charge des corps très abîmés. Donc ça peut être donc dans le cadre des chambres funéraires, puisque moi j'ai travaillé en chambre funéraire, là où on va accueillir les corps jusqu'au jour des funérailles. Et donc là où j'ai pu travailler, on avait 8 cases négatives, donc ça veut dire des cases où on va vraiment geler les corps pour les conserver. Et la prise en charge des corps très abîmés, donc soit des putréfactions très avancées, soit des noyades par exemple, qui vont nécessiter cette mise en congélation, entre guillemets, et du coup on a des questions aussi de psychologie par rapport aux familles qui ne vont pas pouvoir revoir les corps, des questions techniques de méthodologie par rapport à la prise en charge en tant qu'agent. Et donc mon but, c'est de creuser ce sujet-là pour vraiment apporter une méthodologie plus poussée sur ces prises en charge-là, qui souvent sont très tabous, puisque dans les écoles de pompes funèbres, on ne nous apprend pas en fait à gérer ces corps très abîmés qu'on peut avoir un jour en tant que professionnel. Donc voilà, ça c'est un de mes axes de recherche qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est une façon aussi de réhumaniser des gens qui malheureusement des fois n'ont plus rien d'humain en termes visuels. Donc c'est aussi un sacré challenge pour les familles, mais surtout pour les professionnels. Bien, un grand merci Juliette, nous ne pouvons que conseiller la lecture de tes ouvrages passionnants et puis aussi ton site, le Bizarreum, sur lequel on trouve des choses tout aussi passionnantes. Et encore un grand merci de t'être prêté à cet entretien dans ce cadre très impressionnant du musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis. Merci beaucoup.